Aujourd'hui, on va parler de Meta Platform. Est-ce que Meta mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Vous savez que sur cette chaîne, on ne répond pas à la question de savoir est-ce que c'est sous-évalué ou pas du tout, etc. Parce que la sous-évaluation dépend d'éléments qualitatifs également. Donc, vous comparez le qualitatif, le quantitatif présente les chiffres et le qualitatif fait parler les chiffres. Bien évidemment, je détiens du méta. Mon raisonnement peut être biaisé parce que vous connaissez mon avis, c'est matin, midi et soir, même au prix actuel. Mais admettons que j'étais nouveau, je ne connaissais pas la compagnie, etc. Voilà, j'aimerais apprendre essentiellement rapidement qu'est-ce que fait l'entreprise, etc. J'utilise le prompt de base, d'accord? Qui est un prompt de base qui est disponible ici gratuitement dans le groupe School. J'ai bien dit un prompt de base, c'est celui-ci qu'on appelle la checklist. Il répond essentiellement à une seule question. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait mériter avoir une place dans notre watchlist? Bon, ce n'est pas dit comme ça, mais voilà, c'est comme ça que moi je comprends les choses. Et il vous explique à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait clairement ici en une phrase. Génère la quasi-totalité de ses revenus ici par la vente d'espaces publicitaires hautement ciblés sur ses plateformes sociales tout en réinvestissant ses flux dans les infrastructures d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle. Boum, point à la ligne. Qui n'est pas d'accord? Ensuite, vous avez la segmentation géographique, le potentiel de croissance, l'avantage concurrentiel. Et l'avantage concurrentiel, s'il vous plaît, on n'est pas juste là pour déterminer que l'entreprise a un avantage concurrentiel. Il faut expliquer comment cet avantage, quel est le nom de l'avantage concurrentiel. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il est mis en pratique? Est-ce qu'il se renforce? Ou bien est-il stable? Ou bien il est en déclin? Parce que oui, l'avantage concurrentiel également peut décliner. Donc, et vous comprenez que cette partie-là est plus subjective, ça demande une compréhension du business. Parce que quand vous comprenez le business, vous pouvez continuer à augmenter vos positions tranquillement. Moi, ça me fait rigoler, je suis assis ici, et je rappelle que mon raisonnement sera biaisé, donc peut-être dans 10 ans, on verra que, oh, il s'est trompé. Mais Meta est assis sur une mine d'or. OK? Donc, techniquement, il y a bavardage, machin, truc. Pour moi, je considère jusqu'à aujourd'hui que Meta, c'est une vache à lait qui génère énormément de cash. Son business principal n'est aucunement menacé. Ah non, il ne fait que la publicité. Et alors? La publicité, c'est vieux comme le monde. Vous pensez que ça va disparaître demain? Soit. Oh, elle n'a pas de free cash flow. Et alors, la vraie question, c'est laquelle? Le free cash flow, c'est quoi? Est-ce que c'est un free, est-ce que c'est est-ce que le free cash flow dépend de quoi? Operating cash flow moins CAPEX. Dans CAPEX, là, vous entendez quoi? Il y a deux types de CAPEX. CAPEX de croissance, CAPEX de maintenance. Maintenant, le CAPEX actuel, il est majoritairement CAPEX de quoi? Croissance ou maintenance? Vous aurez la réponse à vos questions. Oh, le ROIC, etc. ROIC, vous êtes sérieux? Posez la question à ceux qui utilisent, par exemple, la plateforme Meta. Ceux qui font de la publicité dessus, par rapport à l'efficacité. Est-ce qu'ils ont une alternative viable? Est-ce qu'on devrait retourner dans l'ancien monde où on faisait la publicité dans les journaux, à la radio, à la télévision? Vous avez votre réponse. Donc, Meta a traversé plusieurs périodes. Oh, le métavers, bon, le métavers, vous avez oublié que le métavers, c'était avant tout l'infrastructure qu'elle utilise même aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut lui en tenir rigueur d'avoir essayé? Non, parce que de toute façon, elle génère toujours autant de cash. Et je vous rappelle que mon raisonnement peut être très, très biaisé. Bref, quand je réponds à la question essentiellement de savoir est-ce que Meta mérite d'avoir une place dans ma watchlist, la réponse est oui. Et ce prompt prend 2 secondes. Il est gratuit. Vous l'obtenez dans la bibliothèque de prompt de base ici. Enfin, techniquement, il est dans le groupe School. Hein, d'accord? C'est un prompt que je vous fournis ici. Et mettons, on va en parler demain. Demain, samedi. On va utiliser toute la bibliothèque de prompt, donc la nouvelle mise à jour ici, pour mieux comprendre Meta en gagnant énormément de temps sur notre processus d'analyse. Je vous montre ça demain. Ce n'est pas 6 heures, heure de chez vous, c'est 6 heures, heure de chez moi. Rappelez-vous bien, je ne suis pas en France, ni en Europe de manière générale. Moi, je suis en Amérique du Nord, donc c'est à l'heure de Toronto ici. Chez moi, il sera 6 heures, donc vous comprenez que je me lève tôt. C'est surtout pour le match de demain, parce que je n'ai pas envie de manquer les matchs de demain. Bref, on va faire ça pour les affinités, pour ceux qui sont intéressés par le football ici. Mais Meta, c'est l'entreprise dont on va parler demain. Donc, si la bibliothèque de base vous intéresse ou c'est que ce soit, vous voulez savoir à peu près comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça pourrait être correct pour vous, venez nous rejoindre demain. Je pense qu'on a à peu près une centaine de places disponibles. Les premiers arrivés, premiers servis. Hein. Vous ne pouvez pas réserver ni quoi que ce soit. Okay? Allez dans le groupe School, mettez ça dans votre calendrier, etc. Et on se rejoint demain. Je pense qu'il sera à peu près 12 heures, heure de Paris, un truc comme ça. Bref, allez regarder. Je ne connais pas trop les heures ici, mais tout ce que je sais, c'est que je vais devoir me lever demain à 6 heures du matin. Je me lève tous les jours très tôt, donc techniquement, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, Meta mérite d'avoir une place dans notre watch. Et puis d'abord, regardez, le premier prompt qu'on va avoir tendance à utiliser demain, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait. Malheureusement, j'aime bien utiliser mes prompts en anglais, tout simplement parce que
je préfère, enfin, je lis en anglais, donc ça ne me dérange pas du tout, mais en je ne parle pas anglais, ok? Donc, arrêtons-nous là quelques secondes ici. Ça veut dire ici que vous, également, vous pouvez lire en anglais, sans toutefois parler anglais. C'est deux choses différentes. Maintenant, lire, parler et écrire, c'est trois choses différentes. Bref, l'essentiel, c'est de lire et de comprendre. Mais on est dans une période où on peut traduire, etc. Mais bref, globalement ici, est-ce que le business ici est, voilà, est-ce qu'on peut, c'est facile de faire des prévisions sur ce business, bien sûr. Ensuite, qui a des doutes? Vous pouvez aller regarder, screenshot, aller lire, ok? Est-ce que c'est une compagnie qui peut augmenter les prix? Bien sûr, on peut aller le voir sur le plan, au niveau des marges brutes. Premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges, ok? Deuxième niveau, c'est l'augmentation des marges. Est-ce que la compagnie pourrait bien se comporter en récession? Ça dépend. Ça dépend pourquoi? Essentiellement lié à la publicité. C'est-à-dire que si les entreprises souffrent, ses clients souffrent, bah, elle va avoir tendance à souffrir. Est-ce qu'elle a un avantage compétitif ici? Bien sûr qu'il est dominant. Et il provient d'où? L'effet de réseau. Vous avez l'effet de réseau. Est-ce qu'on a un tout petit peu de switching cost? Mais bref, ça également, on en parlera demain. Donc, on va utiliser cette compagnie. On va passer 10 prompts et on va essayer d'analyser Meta au-delà des chiffres. Au sortir de ce live-là demain, tout le monde saura si Meta est intéressant ou pas du tout. Pour moi, c'est intéressant, mais ça, c'est pour moi. C'est moi qui comprends mon entreprise, etc. OK? Bref, je reviens ici sur le plan quantitatif. Une fois qu'on sait que Meta, c'est une compagnie intéressante qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, maintenant, regardons les chiffres, parce qu'on n'est même pas encore arrivé aux chiffres. On était sur la compréhension du business, etc. Et je rappelle que ce n'est qu'un prompt parmi tant d'autres. Vous avez ici quoi? Marge brute. La marge du premier niveau de pricing power, c'est la stabilité. D'accord? Ici, vous allez me dire s'il y a une décroissance des marges. Attention, Meta a également évolué dans le temps. OK? Mais on ne peut pas comparer les marges brutes si on ne prend pas toujours en considération les marges EBITDA, on les met sur le même graphique. Globalement, on va se dire que c'est à peu près correct. OK? C'est correct. C'est plutôt un maintien. Premier niveau de principal, c'est le maintien des marges. En plus des marges EBITDA de 50%, extraordinaire. Ensuite, on va regarder quoi ici? Le net income en termes de volume par rapport au free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique, on obtient que les net income sont légèrement plus élevés que les free cash flow. Surtout en date d'aujourd'hui, très souvent, c'est plutôt 50-50. Ça veut dire que la compagnie convertit en free cash flow la majeure partie de ses bénéfices nets, peut-être même bien plus, au moins. Et c'est déjà une bonne chose, ok? Donc, ces free cash flow-là, ce sont les free cash flow précédents et ça ressemble à ceci en date d'aujourd'hui. Mais on sait tous que ces free cash flow auront tendance à diminuer parce que la compagnie augmente en date d'aujourd'hui sa dépense en capital, notamment pour tout ce que vous connaissez, etc., les data centers, machin, truc. Ça va continuer à augmenter, ça ne va pas baisser présentement. Donc, on va me demander ici, mais c'est quoi le retour sur investissement depuis? Regarde à peu près l'efficacité de la publicité sur Meta. C'est pour ça qu'il faut écouter les conférences call. OK? Donc, ici, j'ai entendu parler ici du fait qu'ils veulent revendre ici également, former ici une unité cloud, etc. Ça reste un projet parce que Meta a besoin de capacité. Il ne faut même pas qu'on vous dise le contraire. Présentement, ils ont besoin de capacité. Mais bon, c'est le narratif qui plaît au marché en date d'aujourd'hui. Par exemple, si vous pouvez louer du compute, enfin, si vous pouvez devenir ici un néo-cloud, etc., louer le compute disponible ici à des tiers, pourquoi pas. Mais Meta a besoin de capacité. Meta en a besoin. Peut-être même, je pense qu'elle fait même partie des premiers clients, littéralement. OK? CAPEX en fonction ici du revenu, on va regarder. Vous voyez que le CAPEX en fonction du revenu, oui, il a augmenté, mais il reste presque sur là, voilà. C'est 15% en plus par rapport à ce qu'on avait, mais ce n'est pas la première fois. OK? Ce n'est pas la première fois. Le plus important maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça a du sens sur le business. Et vous voyez que là, on quitte le monde des chiffres. On rentre dans le monde ici de la compréhension. On rentre dans le monde, enfin, pas qu'on quitte le monde des chiffres, mais il faut rentrer dans la compréhension du business en lui-même. Si vous étiez PDG de Meta, et c'est un excellent PDG, je vous dis la vérité, Zuckerberg, c'est l'un des meilleurs PDG dans ce domaine. OK? Comment est-ce que vous allez vous comporter en date d'aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. OK? Donc, on continue. Rappelez-vous encore que mon raisonnement peut être biaisé parce que Meta, c'est matin, midi, soir au prix actuel. Et donc, on voit ici le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il rachète les actions parce que je pense que l'entreprise reste sous-évaluée. Dette net EBITDA, il paraît que l'entreprise est de plus en plus endettée. Ça peut arriver. Bon, c'est presque rien du tout en date d'aujourd'hui, mais ça pourrait continuer à augmenter. Ça veut dire que Meta a le potentiel de continuer à augmenter sa dette. Si on prend l'EBITDA en date d'aujourd'hui, généralement, la moyenne dans ce secteur, c'est 5 fois l'EBITDA. L'EBITDA actuel, ça veut dire ici que Meta peut à peu près
aller jusqu'à 500 milliards de dette nette. Bon, admettons que 1 gigawatt de compute coûte à peu près une trentaine de milliards. Je fais une moyenne grossière. Dès qu'on peut encore ajouter peut-être 16 gigawatts de compute, littéralement, c'est possible, juste à l'intérieur, en s'endettant. Et quand on s'endettant comme ça veut dire que l'entreprise, ça ne veut pas, elle utilise le compute, comment on dit ça? Elle investit dans de la puissance de calcul dont elle a besoin. Ne l'oubliez pas, dont elle a besoin. Hier, elle a sorti son modèle Spark ici, etc. Bon, ça, je vous ai dit ici, et vous pouvez voir à peu près les tendances à long terme ici. Les IA de frontières, ça sera de plus en plus, c'est une commodité. OK? Il faut offrir un service au-dessus. C'est une commodité. C'est celui qui aura les coûts de production les plus bas. Je ne fais que dire ça depuis le matin. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Anthropic, tu t'appelles OpenAI, Gemini ou je ne sais pas quoi. C'est celui qui aura les coûts de production les plus bas possibles. Et pour avoir les coûts de production les plus bas, il faut maîtriser la chaîne de valeur. Ça veut dire quoi? Salut Nvidia. Et qui pourrait bénéficier. Bref, si on rentre dans l'infrastructure maintenant, moi je pense que ceux qui vendent du matériel avec des services de maintenance derrière, un peu comme Apply Material ou bien comme ASML, c'est eux qui vont bouffer de l'argent en date d'aujourd'hui, en long terme au niveau de l'infrastructure. Les mémoires mangent en date d'aujourd'hui, tant mieux, mais ça ne sera pas durable. Je ne sais pas combien de temps ça va durer également, mais regardez bien l'objectif principal, c'est la durée qui compte, ce n'est pas la période, ce n'est pas la tendance actuelle, c'est vraiment la durée qui compte, qui va gagner sur le long terme. Et à la fin, quand on va utiliser tout ce compute disponible, là, qui va avoir tendance à consommer? Rappelez-vous, on est dans un environnement où les logiciels sont dématérialisés, c'est essentiellement du cloud. Qui parle de cloud parle de qui? Et quand vous parlez de cloud computing ici, on fait appel à qui? À des hyperscalers. Et pour vendre ici le compute disponible, qui va l'acheter? Voilà. Et vous savez tous, en date d'aujourd'hui également, que Gemini, concurrent d'entreprise, etc. Déjà même, comment j'ai fait pour arriver sur ce débat-là? Bref, j'essaie toujours de vous convaincre ici d'aller regarder des choses qui comptent, mais bon, on va le laisser comme ça, on est là pour parler de Meta Platform. Maintenant, en date d'aujourd'hui, on me dira que oui, mais Meta, elle n'a pas de free cash flow, machin truc. Réfléchis comme un entrepreneur. Meta en date d'aujourd'hui n'a pas de free cash flow. Pourquoi? J'ai déjà donné la réponse. Et ça, ce n'est que mon avis. Je peux me tromper. OK? Est-ce que tu penses qu'elle n'en aura plus? Donc, Meta peut continuer à dépenser autant d'argent jusqu'à arriver à une dette nette de 50 milliards. Et encore, de 500 milliards. Et encore, si on prend même 10 fois, c'est qui correspond à 10 fois les free cash flow moyens ici. Mais ces free cash flow-là sont amenés à diminuer sur les années à venir. Si on les prend en N+3 ici, on s'attend à une quarantaine de milliards, etc. Moins que ce qu'on a présentement. D'aucuns diront ici que, bon, ça veut dire ici que les investissements ne rapportent pas. Mais attention, faut garder l'objectif principal en tête. Ici, les investissements moyens gonflent quoi? Les cash flows opérationnels. Et les cash flows opérationnels en date d'aujourd'hui, quand vous pouvez le voir ici, sont à peu près à combien? Ils sont à 124. Donc, d'ici N+3, on s'attend à peu près à 204. Une amélioration supérieure ici à 50% sur les 3 prochaines années. C'est extraordinaire. Si vous prenez ça à free cash flow moyen, je dis bien free cash flow moyen parce que je ne pense pas qu'elle perde son pricing power ici. On avait à peu près une trentaine de pourcents par là. Ça veut dire ici qu'on va générer une soixantaine de milliards ici de free cash flow. Si on part de ce principe de 60 milliards de free cash flow sur cette période-là, à 20 fois les bénéfices, ça donne quoi ici? Vous tirez vous-même les conclusions nécessaires. Mais je vais prendre les cash flows opérationnels. D'accord? Cash flow opérationnel de cette compagnie, à 15 fois les cash flows opérationnels dans ce domaine, c'est normal. Et en plus, vu ses marges, elle mérite même avoir des cash flows opérationnels plus élevés que ça. En moyenne, le marché paye une vingtaine de fois les cash flows opérationnels pour cette entreprise. Et je rappelle que Meta a tendance à ne pas être surévalué dans le temps. Ok, je ne prends pas juste, oui, c'est changement à 15 fois les bénéfices, à 25 fois les bénéfices, vu qu'aujourd'hui, c'est 10 fois les bénéfices, c'est sous-évalué. Non, pas forcément, ça dépend de la période, ça dépend de la raison également. D'accord? Si vous étiez en croissance, vous aviez augmenté les marges, etc., peut-être vous aurez mérité ça. Peut-être qu'en date d'aujourd'hui, pour le futur, la perception va plutôt aux alentours de 20, 15 fois les bénéfices. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la compréhension derrière le chiffre qui est toujours intéressant. OK? Ce n'est pas juste regarder le ROIC et dire elle a un avantage concurrentiel. Non, c'est le pourquoi de ce ROIC qui est plus important que le reste. Je vous rappelle qu'il y a des entreprises qui ont 8% de ROIC, mais qui ont un avantage concurrentiel de plus en plus large. Ne l'oubliez pas. Et ce sont juste des éléments quantitatifs qui vous permettent d'apprécier la présence d'un avantage concurrentiel. Apprécier la présence. OK?
Les termes sont importants. Donc, en date d'aujourd'hui, quand on prend du Meta Platform, je ne paye pas plus que 15 fois les cash flows. Et je suis gentil. Non, et je suis même très conservateur. OK? C'est un business prévisible. 100% du temps, les analystes ont raison ici. Quand on regarde ici les attentes sur les derniers mois par rapport au cash flow opérationnel, vous voyez que par rapport à il y a 12 mois, quand on était en 2025, les prévisions de 2028, on s'attendait à 65 dollars. Aujourd'hui, on est à 78. Par rapport à 2027, un an plus tôt, on était à 55. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 64. OK? Par rapport à 2026, il y a un an, on était à 47. Aujourd'hui, on est aux alentours ici de combien? De 53. Donc, on a une augmentation des attentes en termes de cash flow opérationnel. Et donc, Meta étant un business prévisible, qu'est-ce qui se passe? 15 fois les cash flows, ça fait 1080, disons 1180 dollars l'action. Aujourd'hui, on vous vend ça à combien? D'accord, j'ai compris. OK? Tirez vous-même les conclusions nécessaires. Mais n'allez pas vous aventurer à acheter cette compagnie si vous ne la comprenez même pas. On analyse une compagnie par rapport à elle-même. OK? Opérationnel, les chiffres, etc., tout ce que vous voulez. Par rapport à ses concurrents, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font de mieux, machin, truc? Par rapport à ses clients, qui sont-ils? Combien est-ce qu'ils représentent dans le portefeuille? Pourquoi est-ce qu'ils achètent? Par rapport à ses fournisseurs, qui sont-ils? S'ils me coupent, par exemple, ici, tel ou tel produit, est-ce que je continue à fonctionner? C'est important. C'est très, très, très important. On ne s'assoit pas juste pour regarder les chiffres. De toute façon, j'ai fait une vidéo dessus par rapport à ça. Elle est en description de celle-ci. Comment est-ce que moi je vois le stock picking ou bien l'analyse fondamentale, comme vous l'appelez généralement ici. Ce n'est pas juste une question de chiffres. Les chiffres nous permettent de déterminer si l'entreprise est intéressante, si l'entreprise pourrait être intéressante au-delà des chiffres. Mais parfois également, les chiffres ne vous disent pas tout par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, parfois à l'instant T. Parfois, il faut attendre plusieurs trimestres. C'est pour ça que moi, j'ai une tendance au moins à regarder une entreprise qui s'autofinance au minimum. Et je pense que Meta a la capacité de s'autofinancer. Elle choisit en date d'aujourd'hui de ne pas de dépenser plus qu'elle ne génère en cash flow opérationnel. C'est un choix personnel. Mais il faut déjà le reconnaître. Meta n'est pas en déclin. Elle est peut-être en maturité globale. Mais voilà, déclin, non. Et encore, quand vous voyez même ce genre de croissance, on se demande si on est réellement en maturité. OK? Bref. Comme je l'ai dit, 15 fois les cash flows, ça fait 1180. Mais bien sûr qu'il faut enlever la dette. 1180 dollars l'action, j'enlève toujours la dette. C'est une dette qui pourrait continuer à augmenter. Aujourd'hui, elle est de 2 dollars. Bon, pour le moment, on va dire que c'est insignifiant. Et on vient dans la watchlist. Je rappelle ici que tous ceux qui ont accès ici à la bibliothèque de prompt de base ou bien de premium ici, vous aurez accès à la watchlist. Je vous enverrai ici une information par rapport à ça. De toute façon, demain, il y aura la grosse mise à jour ici. D'accord? Vous n'aurez plus l'obligation d'utiliser une centaine de prompts, mais je vous montrerai à peu près que vous avez juste besoin d'une dizaine de prompts ici pour avoir une idée générale du business. OK? On a du Meta Platform, c'est M, Meta. Où est-ce qu'il est, ce gars? OK. Donc, au début, on était à 1150. Ça date de quand? Janvier. Là, on monte à combien? 1180. Ouais. On fait simple. Hein? On fait ça pour le moment. Et ça pourrait même baisser. Le plus important, c'est est-ce que Meta a la capacité de générer le cash flow opérationnel, le même niveau de cash flow opérationnel sur les années à venir? Parce que, soyons même conservateurs, disons même qu'il n'y a pas de croissance. Meta a généré à peu près 45 dollars ici de cash flow opérationnel en 2025. 45. À 15 fois les cash flows opérationnels, et je rappelle que c'est moins que ce que le marché ne paye en moyenne pour cette compagnie, ça fait 675 dollars l'action. Si on se base maintenant sur le free cash flow, le cash flow opérationnel attendu en 2025, et je vous ai dit pourquoi est-ce que je prends, en 2026, pourquoi est-ce que je prends le cash flow opérationnel, on monte à combien? On monte à 795. Tirez vous-même les conclusions. Bref, ceci n'est que mon avis, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Le dividende, etc., tirez vous-même les conclusions. Vous savez qu'il est stable. Il va continuer à augmenter littéralement ici. Si Meta vous reverse la totalité des bénéfices nets en croissant en free cash flow, combien est-ce que vous aurez sur les années à venir? Si on ajuste un tout petit peu ici, disons qu'on est même à 40, voilà, admettons, 40 dollars attendus en 2028 par rapport à ce qu'on reverse en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près 6% de rendement. Vous avez encore 0,3% de rendement en date d'aujourd'hui. Donc, le dividende va augmenter. C'est une évidence. Sauf si vous pensez que Meta va disparaître sur les 3-4 prochaines années. Maintenant,
Travaillez dessus. Qu'est-ce qui va faire à ce que Meta disparaisse? Essayez de tuer votre meilleure idée d'investissement. Pas juste dire que oh, c'est Meta, etc. Non. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Est-ce qu'ils sont en train de bien faire les choses? OK? Est-ce que le prix actuel mérite à ce qu'on continue à accumuler? Parfois, les bonnes idées d'investissement sont déjà dans votre portefeuille. On n'a pas besoin de choisir une nouvelle entreprise chaque mois, PER bas, machin, truc. Vous avez déjà la qualité qui vous regarde avec les gros yeux comme ça, là. Vous faites quoi? Vous réfléchissez. Et je pense que si vous réfléchissez, c'est parce que vous pensez que vous ne connaissez, vous ne comprenez pas bien ce business-là. Donc, rejoignez-nous demain au sortir ici de ce webinaire-là. Je pense que vous aurez une idée générale ici de Meta un peu plus élevée qu'avant la vidéo, qu'avant le live. OK? Donc, on va approfondir nos connaissances. On va poser les questions qui comptent. Poser les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Et demain, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez configurer vos différentes plateformes IA ici pour pouvoir générer des réponses les plus... Enfin, avec la probabilité... Non, pas la probabilité, mais avec le plus de véracité possible. On va le dire comme ça. Peut-être que je me trompe, mais voilà. On veut augmenter la véracité des réponses qui sont données par le LLM. Parce que n'oubliez pas, Gemini est une IA et peut se tromper. Thierry n'est pas une IA, c'est un humain et il peut encore se tromper. Donc notre but, c'est essentiellement de travailler sur les informations qui comptent. Moins de bruit, plus de signal. Et laissez-moi vous dire ici qu'il y a plus de bruit dans ce monde que du signal. Les gens se concentrent énormément sur le bruit alors qu'ils devraient prendre le temps de se concentrer sur le signal. Et la vraie question, c'est quoi le signal? OK? Demain, on va y répondre. OK? Donc, on s'attend, enfin, je vous attends. Allez dans le groupe School et mettez ça dans vos calendriers. Et demain, on en parle. Et pour ceux qui sont présents, bon, je n'en dirai pas plus. À demain.